Alors, il me fait plaisir de vous accueillir encore une fois à la Maison d'Histoire de Terrebonne pour une conférence qui comporte le deuxième volet d'une recherche que j'ai effectuée sur le développement territorial du bourg de Terrebonne. Alors, la première partie comprenait le développement jusqu'à 1763, date de la conquête. Et cette deuxième partie aujourd'hui va porter sur la période de 1763 à 1830. En deuxième partie, donc, de l'évolution territoriale du bourg de Terrebonne. Quand j'ai fait mon travail de recherche à l'université pour le doctorat, j'ai beaucoup fait de travail concernant les marchands et j'avais cette intention qui était de localiser les marchands, de voir à quel endroit se situait dans le village, quelle était la distribution, pour essayer de voir un peu la dynamique du bourg de Terrebonne, comment il s'était développé et quelle était un peu l'articulation des différents services et des différentes fonctions. Alors, je me suis inspiré beaucoup des travaux de Serge Courville sur l'articulation des villages. Et dans cette deuxième partie, on a déjà une constitution de village et c'est une période d'extension ou de développement dans l'ère de la seigneurie ou du domaine qui fait en sorte qu'on va avoir une configuration un peu différente. Alors, on va traiter principalement à partir de ces recherches, donc, et de la reconstitution. On va traiter beaucoup de la période où le seigneur Lacorne a cédé, par décès bien sûr, a cédé la seigneurie à son épouse et à son fils. Par la suite, la vente ou le début de la possession de la seigneurie par des seigneurs anglais et écossais. Alors d'abord Jacob Jordan, par la suite Simon McTavish et les frères Mackenzie. Et c'est avec cette période-là qu'on va clore, si on veut, cette introduction ou ces premières démarches sur la recherche dans le bourg de Terrebonne. Alors, dans la première partie, on avait abordé en deux étapes le développement du bourg et on avait une première configuration en 1736 au moment de l'aveu et dénombrement du seigneur Lepage. Cette configuration était essentiellement autour des moulins ou près des moulins de l'île les concessions étaient vraiment concentrées le long de l'écluse. En 1763, au moment de la conquête, plutôt, ou 1762, on constate que le bourg de Terrebonne s'est développé de façon intense vers l'ouest, donc dans toute la partie au nord, la rue Saint-Louis ou la Grande Rue, et s'est développé jusqu'à l'extrémité approximative de l'écluse du Moulin. Alors, on constate qu'il y a un barrage qui contrôle l'arrivée d'eau dans l'écluse et jusqu'au moulin. Alors, c'est toute cette portion-là, au nord et au sud de la rue, c'est le grand axe de développement du bourg en direction de la côte de Terrebonne. À partir de 1763, les sources vont légèrement différer parce que les archives parchemin ne nous donnent pas tout à fait les index des notaires. Alors, il a fallu que je cherche plus précisément directement dans les archives notariales des notaires qui ont pratiqué à Terrebonne. Alors, le livre Terrier de 1763 est toujours d'un intérêt majeur. Le livre Terrier qui a été compilé par Germain Roby, et agent de la Seigneurie, qui est une source intarissable d'informations, quoiqu'il y a des erreurs, les transactions foncières et surtout celles des notaires de Terrebonne, les plans du bourg en 1780 et en 1804, et un plan copié par M. Henri Masson, qui était le descendant direct de Joseph Masson. Alors, Henri Masson avait fait élaborer un plan à partir du terrier de son ancêtre, et c'est cette copie originale là, qui a été possible de consulter pour avoir une meilleure idée des emplacements des différentes concessions. Évidemment, il est important pour comprendre cette deuxième partie de replacer le développement du bourg dans son contexte historique. Comme on l'a fait dans la première partie, il est important de rappeler les guerres et surtout la paix de Montréal. Ici, il faut vraiment se situer dans le contexte d'après la conquête, l'introduction d'un nouveau cadre légal et l'introduction de nouvelles pratiques ou de façons de faire.
la colonie étant désormais anglaise. Alors, en 1763, au traité de Paris et à la proclamation royale, ce qu'était la Nouvelle-France devient la province de Québec, Province of Quebec, tel qu'on l'a mentionné, par la proclamation royale. Évidemment, on n'a pas de gouvernement de la population. C'est une administration qui est à peu près similaire à celle de la Nouvelle-France, c'est-à-dire qu'il y a un gouverneur et des représentants qui sont choisis ou nommés par le gouverneur pour les différentes fonctions un peu exécutives, mais tout le cadre légal ou le cadre administratif est vraiment généré par Londres. C'est une colonie qui est administrée directement par la couronne britannique. Alors, entre 1763 et 1774, il y a beaucoup de tensions dans le sud de la province de Québec. Ces tensions sont dans les 13 colonies britanniques où, à la suite de la conquête et du traité de Paris, les autorités britanniques ont un compte de dépenses à assumer. La guerre a été très onéreuse. Les Anglais ont fourni beaucoup d'équipements, d'armements et de soldats pour la conquête de l'Amérique. Alors, il faut maintenant payer. Et de plus en plus, les 13 colonies se résistent et contestent le fait que la couronne d'Angleterre impose toutes sortes de taxes directes ou indirectes sans que les autorités coloniales aient leur mot à dire. Alors, cette tension va amener en 1774 à un début de révolte larvée, c'est-à-dire que sans s'attaquer directement à l'Angleterre ou sans déclarer une indépendance ou faire une déclaration de guerre, les autorités, certaines colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre vont décider d'envahir le Canada et de faire de la Canada ou la province de Québec, vont l'envahir donc pour tenter d'en faire une colonie associée aux colonies américaines et en faire un État américain. Mais encore là, quand on décide d'envahir le Canada, c'est beaucoup plus pour contester ou manifester contre l'Angleterre. Donc, en 1774, les Américains envahissent la province de Québec par la vallée du Richelieu, vont conquérir le fort Saint-Jean sur le Richelieu, vont prendre possession de Montréal et vont se diriger jusqu'à Québec. Et à l'hiver de 1774, 31 décembre plus précisément, dans la nuit du 31 décembre, les Américains vont donner l'assaut à la forteresse de Québec, vont être repoussés et va s'établir un long siège qui va durer tout l'hiver où les troupes américaines vont être vraiment disséminées par la maladie et par le froid. De sorte que quand les renforts britanniques vont arriver en 1775 au printemps, ça va être plus ou moins la déroute et la retraite forcée des troupes américaines vers le lac Champlain où ils vont subir une défaite importante là, à l'île Valcourt. Alors, cette menace américaine va se concrétiser par la déclaration d'indépendance en 1776 et par une guerre qui va s'échelonner jusqu'à 1783 où on va finir par avoir une entente ou un traité qui va consacrer l'indépendance des États-Unis et vraiment avoir des impacts sur l'économie des colonies britanniques du Nord, c'est-à-dire principalement la province de Québec et l'Ontario naissant, ou le futur Haut-Canada, car on sait qu'en 1791, l'acte constitutionnel va donner aux loyalistes qui ont immigré vers le Nord, en grande partie vers la Nouvelle-Écosse, mais aussi beaucoup vers la région des Grands Lacs, vont leur donner un territoire qui va être administré par les loyalistes eux-mêmes, ça va être le Haut-Canada. Donc, en 1791, l'acte constitutionnel partage le Haut et le Bas-Canada, et c'est aussi une période, c'est la période de la Révolution française, et même s'il y a une certaine accalmie en Amérique, les guerres de Napoléon à partir de 1799 jusqu'à 1815, le blocus continental en Europe, la guerre de 1812-14 au Canada, l'adoption des Corn Laws qui sont des taxes ou des droits de douane très élevés sur le blé importé pour favoriser l'agriculture anglaise qui connaissait un certain ralentissement. Alors, toutes ces mesures-là vont avoir une influence majeure sur le développement du Bas et du Haut-Canada. De sorte que dans le contexte politique et le contexte économique qui prévaut,
on s'en va dans des affrontements de plus en plus politiques au niveau de l'Assemblée et du gouvernement. Alors, sans entrer dans les détails, ça nous amène jusqu'au contexte des rébellions de 1837-1838, qui sont pour Terrebonne très bien documentées grâce à la publication récente du livre de Richard Lagrange, de sorte que c'est une autre facette qui pourra être abordée à un autre moment. Alors, c'est le contexte général du développement du bourg de Terrebonne entre la conquête, donc 1763, et les rébellions. Alors, les derniers seigneurs canadiens, c'est la première période qu'on va aborder, c'est la période de 1763-1784. Alors, c'est encore sous l'administration des Lacorne. Louis de Chabre de Lacorne, l'aîné, le père, va mourir en 1762, un peu avant la signature du traité de Paris. Et c'est Élisabeth de Ramsay, son épouse, qui va prendre la relève jusqu'en 1772, au moment où elle va se retirer chez les Sœurs Grises à Montréal et laisser l'administration directe de la seigneurie à son gendre qui est de la Valtrie. Alors, c'est de la Valtrie qui va, même s'il est, si on veut, procureur ou procurateur de la seigneurie, elle va quand même avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe. Alors, quand Louis de Chabre de Lacorne, le fils, va prendre possession de la seigneurie, il ne va pas l'administrer très, très longtemps parce qu'en 1774, il va mourir au siège de Saint-Jean lors de l'invasion américaine. Il va mourir de maladie et non pas dans les combats. Et ce sont ses sœurs et son beau-frère qui vont se partager la seigneurie et en faire un peu l'administration. Mais comme je l'expliquais tantôt, c'est principalement Élisabeth et le sieur de la Valtrie, son gendre, qui vont vraiment administrer la seigneurie. En 1774, les Lacorne vont tenter de vendre la seigneurie, mais ne trouveront pas preneur avant 1784. Donc, pendant 10 ans, la seigneurie est à vendre et elle sera vendue en 1784 à Jacob Jordan, qui va l'acquérir pour l'équivalent de 184 000 livres de l'époque. De 1780 à 1784, Margane de la Valtrie va administrer la seigneurie de Terrebonne, mais il réside à la Valtrie même, de sorte que ce sont des fondés de pouvoir qui vont être à Terrebonne et qui vont procéder à l'administration. Alors, dans cette période de 1763 à 1784, la population de la région va tripler. Elle va augmenter, ça va augmenter la production et augmenter les surplus disponibles de céréales. Alors, en 1774, 500 000 minots de blé vont sortir du port de Québec à destination du sud de l'Europe. Alors, les moulins de Terrebonne vont demeurer le moteur du développement socio-économique du bourg. Jusqu'en 1757, les Lacorne vont exploiter en faire valoir indirect. Et à partir de 1763, on va quand même, tout en administrant directement, louer les moulins, de sorte que de 1765 à 1775, c'est le marchand Alexandre Dumas de Québec qui va louer les moulins pour l'équivalent d'un loyer de 7 000 livres par année. En 1775, c'est le menuisier de Terrebonne, François Séguin, qui vient d'acquérir l'ancien emplacement de Simon Delorme sur la boulevard des Braves, va louer les moulins pour le prix de 1000 minots par année, et les 2 tiers des moutures pour un loyer approximatif de 7000 livres s'il réussit à moudre 30 000 minots. Alors, c'est une production qui est très, très importante, encore à l'époque, et on est dans le contexte là, qui précède la guerre d'indépendance. En 1775, de 1775 à 1983, la guerre d'indépendance va entraîner un arrêt du commerce extérieur, mais quand même, les fournitures aux armées vont permettre aux moulins de Terrebonne de continuer à fonctionner et vont connaître la protection, si on veut, de l'armée anglaise, des Royal Highlands Immigrants et les chasseurs allemands du S.A.N.O. Et cette occupation militaire qu'on croit être pour la protection des moulins, c'est aussi pour assurer une certaine accalmie et une certaine fidélité de la population, comme ça va être partout dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, la fidélité de la population canadienne à l'armée britannique et aux autorités britanniques n'étant pas assurée,
on a une présence militaire importante pour non seulement assurer cette loyauté-là, mais aussi être en mesure de défendre la colonie si jamais les Américains tentaient une deuxième invasion. Alors donc, le ravitaillement des armées va être très lucratif pour la seigneurie, et c'est le marchand Jacob Jordan de Montréal qui va s'approvisionner au moulin de la Chine et au moulin de Terrebonne pour les fournitures à l'armée. Les marchands de Québec vont aussi s'intéresser au moulin de Terrebonne. Le marchand Zachary McCauley va installer un agent, Daniel Kennedy, dans le bourg de Terrebonne. Les marchands Joseph Chaumont et Jacques-Louis Bouc vont se partager l'essentiel de l'activité commerciale dans Terrebonne et vont devenir des intermédiaires ou des procureurs de marchands de Québec, dont Randall Meredith. Alors, ces deux marchands vont avoir le haut du pavé à Terrebonne jusqu'à la fin du 18e siècle. Donc, de 1763 à 1790, ces deux marchands vont occuper le haut de la ville ou du village, si on veut, et la place publique. Jacques-Louis Bouc possédait presque toute la place du Moulin à Terrebonne. Alors donc, durant cette période, il y a quand même 8 marchands qui vont faire des affaires à Terrebonne, dont les 2 principaux déjà mentionnés. Alors, Jacques-Louis Bouc sur la place du Moulin, qui va succéder à Charles Biron. Joseph L'Enfant, qui ne sera que 5 ans ici à Terrebonne, va s'installer sur la Grande Rue. Il va faire des affaires avec 2 autres marchands, Charles Porcheron, qui était un chirurgien de l'armée, et Alexandre Dumas de Montréal, qui avait loué les moulins. Nicolas Chabot, qui s'installe lui aussi sur la Grande Rue, mais on ne sait à peu près rien de ses affaires. Charles Porcheron dit Décombre, qui est installé sur la rue Saint-François, dans la maison Perra-Belle-Île aujourd'hui. Chirurgien militaire qui s'est converti aux affaires, mais ses affaires ne seront pas très heureuses. Joseph Chaumont, qui va être un très grand marchand, mais on ne peut pas estimer toutes ses activités encore. Lui aussi s'installe sur la Grande Rue et va faire des affaires très prospères. Nicolas Henriot s'installe sur la rue Saint-Louis, mais c'est principalement un marchand voyageur. Charles Mathieu va s'installer sur la rue Saint-François en rachetant la maison Perra et en installant des locataires qui vont développer des activités commerciales. Et finalement, Zachary McCauley, qui va être installé à Terrebonne par l'intermédiaire de son agent Daniel Kennedy. Alors, ces 8 marchands vont être en mesure de faire des affaires relativement intéressantes dans la période de 1763 à 1784, même si on est en période de guerre, justement parce que l'occupation militaire et la guerre seront bénéfiques pour les affaires du moulin. Alors, l'effervescence de l'après-guerre a-t-elle vraiment entraîné, c'est une question que je me suis posée, est-ce que cette effervescence d'après-guerre va permettre l'augmentation de la population et l'expansion du territoire du village? Il semble que ça a été le cas. Entre 1760 et 1781, quelques 31 emplacements nouveaux vont être concédés. Les emplacements encore disponibles sur la Grande Rue et la rue Saint-Michel auraient été insuffisants. Et selon l'historienne Solange de Blois, la pression était telle qu'on a dû empiéter sur la zone agricole. Ça va nous amener à explorer le développement ou le lotissement de 2 terres qui sont situées immédiatement à l'est du village à l'époque, c'est-à-dire la terre de Jean-Baptiste Dupré et la terre de Joseph Limoges. Élisabeth de Ramsay, en 1765, va autoriser le lotissement de la terre de Jean-Baptiste Dupré, qui est à la limite est du village. Grosso modo, ça correspond aux emplacements de la rue Sainte-Marie et de la rue Saint-André. Et entre toujours les mêmes dates, 1765 et 1781, on va ajouter 23 nouveaux emplacements qui vont être concédés, mais cette fois-ci en dehors du domaine seigneurial. C'est donc quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire des activités seigneuriales, c'est-à-dire que les concessions ne sont pas faites directement par le seigneur, ils ne sont pas faites sur le domaine seigneurial, mais à partir de terres qui sont déjà concédées. Alors, ce sont les propriétaires qui font le lotissement et qui font ce qu'on a appelé à l'époque des ventes concessionnaires, donc avec les mêmes conditions que le seigneur pouvait exiger de ses censitaires, mais ce n'est pas fait directement, mais par personne interposée. Alors, c'est un phénomène que je n'ai pas étudié encore, mais ça me semble quelque chose d'intéressant dans l'imitation ou les transformations
du régime seigneurial, même s'il a perduré jusqu'à 1854, et au niveau du paiement des redevances jusqu'à 1970 environ. Il reste que cette façon de procéder sortait des limites habituelles du régime seigneurial. Alors, il y a 3 terres qu'il importe de bien placer. La terre de Pierre-Maisonneuve, qui avait été concédée en 1701, va être partagée en 2. Il y a une première portion qui va être cédée au seigneur de Terrebonne, et ça va être l'emplacement du premier village. La première partie, ça comprend le boulevard des Braves jusqu'à la limite de la rue Sainte-Marie, la petite rue Saint-François et la rue Saint-Louis ou Saint-Pierre aujourd'hui. Alors, toute la portion de l'aire sacrée et tout ce qui est le boulevard des Braves ou le chemin du Moulin. Par la suite, Jean-Baptiste Dupré, Charles Porcheron, Alexandre Dumas, et Hippolyte Janis, c'était un Amérindien métis, et Jacob Oldham vont posséder la deuxième partie de la terre de Maisonneuve, et c'est cette terre-là qui va être concédée en grande partie par Jean-Baptiste Dupré. La deuxième terre qui nous intéresse, alors cette terre-là va être lotie entre 1765 et 1778. Alors, plusieurs censitaires vont s'y installer et les emplacements sont vendus non pas de façon continue, mais selon différents endroits situés sur la terre, d'abord le long de la rue Sainte-Marie et par la suite, plutôt vers le bas, le long de la rivière. Alors, on va en arriver à avoir une rue additionnelle qui est la rue Saint-André et un peu plus tard, la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, cette progression lente de concessions va faire en sorte que le village prend beaucoup d'ampleur ou accroît sa superficie, mais on n'est pas certain que ces emplacements-là vont être immédiatement occupés par des habitants. D'ailleurs, on va constater qu'en 1838, on y reviendra un peu plus tard, en 1838, il n'y a seulement que quelques emplacements, surtout le long de la rue Sainte-Marie et un peu dans le bas de la rue, dans la région de la rue Saint-Jean-Baptiste, toujours entre Sainte-Marie et Saint-André, qui vont être bâtis. Toute la portion de la rue Saint-André va rester vacante, c'est-à-dire qu'on a des emplacements qui sont concédés, mais il n'y a aucune construction. Alors, la question qu'on se posait, à savoir, est-ce que l'extension du village est due vraiment à une pression de l'augmentation de la population, ça reste purement hypothétique, considérant qu'il y a peu de construction et que selon les règles du régime seigneurial, quand on concédait un emplacement ou une terre, on s'attendait à une construction dans la première année et à ce que les terres ou les emplacements soient enclos. Alors, ce n'est pas ce qu'on constate dans la période de 1763 à 1780. Tous les emplacements qui sont concédés dans cette portion de la terre de Maisonneuve par Dupré et par ceux qui vont lui succéder vont rester à peu près vacants. Ce n'est qu'après 1840 qu'on va commencer à parler de construction sur cette rue-là. Alors, les personnes qui vont acheter les terres en vente concessionnaire, pas les terres, mais les emplacements plutôt en vente concessionnaire, vont provenir quelques-uns de l'extérieur du village, mais d'autres, ce sont déjà des résidents qui vont ajouter à leur propriété foncière. Alors, certains, donc, qui viennent de l'extérieur, on en connaît quelques-uns par leurs activités. Jacques-Louis Bouc, Nicolas Henriot, Joseph Sylvestre, Charles Labelle, Zachary McCauley, Daniel Kennedy, ce sont des gens qui vont s'établir à Terrebonne sur de nouveaux emplacements, mais qui ne vont pas nécessairement avoir des constructions nouvelles. Christian Bollman étant un auxiliaire démobilisé de l'armée allemande, William Bengal, qui est le fils d'un loyaliste qui va venir s'établir à Terrebonne, alors sur un emplacement, par contre, qui était déjà concédé. Alors, tous ces nouveaux arrivants ne sont pas en nombre suffisant pour justifier un développement aussi important du territoire du village. Par ailleurs, comme je l'ai souligné déjà, l'occupation immédiate n'est pas certaine. Les emplacements qui sont encore vacants en 1838-1840 nous amènent à nous re-questionner sur l'application véritable du régime seigneurial après la conquête. Alors, quand ces établissements ont-ils été vraiment occupés, bâtis, utilisés
et cédé avec des emplacements donc développés. C'est difficile à dire et il faudra faire la chaîne des titres de ces différents emplacements-là pour avoir une meilleure réponse, mais ça, c'est pas pour l'instant. On a une idée de ce que pouvaient être les constructions de maisons après 1838 sur la rue Sainte-Marie, grâce à cette photo qui a été prise au début du 20e siècle, avant l'incendie. Alors, on remarque que les constructions et les emplacements sont beaucoup occupés. Il y a beaucoup d'édifices ou d'annexes aux maisons. Et les résidences sont la plupart du temps en bois, de style un peu hétéroclite. La même chose pour la rue Saint-André, qui est la deuxième rue qui va se développer, mais beaucoup plus tard, même si les emplacements sont concédés. Alors, cette portion qui, en 1904, est relativement bien bâtie de la rue Saint-André, entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue Saint-Pierre. Alors, cette portion-là était à peu près vacante. Alors, donc, on avait une terre en friche, des emplacements qui étaient marqués, mais pas bâtis, pas exploités. Alors, qu'est-ce qui se passait réellement sur ces emplacements-là? C'est assez difficile de l'expliquer encore aujourd'hui. En 1784, donc, la famille Lacorne va se départir de la seigneurie et c'est Jacob Jordan qui avait tenté déjà d'acheter la seigneurie beaucoup plus tôt, mais n'avait pas réussi. Alors, ce Jacob Jordan va acheter quelques seigneuries au nord de Montréal, dont la seigneurie de Terrebonne et de Lachenay, et il va garder pour lui la seigneurie de Terrebonne et se départir de Lachenay et de la seigneurie des Mille-Îles plus à l'ouest. Pourquoi acheter la seigneurie? Pour les moulins. Évidemment, l'intention de Jacob Jordan, c'était de faire fructifier au maximum les moulins. On est dans une période de reconstruction après l'indépendance américaine et les marchés sont ouverts malgré les corn laws. On est quand même en mesure d'exporter un peu aux États-Unis, mais beaucoup en Angleterre et dans le sud de l'Europe. De 1784 à 1796, Jacob Jordan le perd parce que on a découvert qu'il y avait quand même eu un fils qui avait le même prénom et on a confondu longtemps à Terrebonne la durée de l'administration de Jacob Jordan, confondant le père et le fils. Alors, en 1796, c'est le décès de Jacob père et lui va diversifier ses activités économiques en étant quand même fournisseur aux armées. Il va développer des boulangeries, des distilleries, mais il va éprouver beaucoup de difficultés avec ses investissements, manquant de liquidité. Et c'est en 1792 qu'il va être élu député à l'Assemblée, la première Assemblée parlementaire à Québec. Il va être envoyé par la population du comté d'Effingham à l'époque et il va devenir un des premiers députés à voter à cette Assemblée. Il va quand même concéder des emplacements dans le village, mais beaucoup plus à l'ouest sur la Grande Rue, et il va développer ce on a appelé longtemps le Faubourg de l'Ouest, donc c'est la portion de la ville aujourd'hui qui est constituée par la rue Saint-Antoine, la rue Saint-Paul et un petit bout des vestiges de la rue Saint-Michel. Alors, ce coin-là va prendre le nom de Faubourg de l'Ouest et ce sont surtout des immigrants de fraîche date qui vont s'y établir, soit des auxiliaires allemands qui ont été démobilisés ou des loyalistes de fraîche date. Il va concéder aussi des terres sur la côte de Terrebonne, mais ce ne sont pas nécessairement des terres nouvelles. Donc, on ne va pas agrandir nécessairement. On va concéder des terres qui étaient retournées au domaine seigneurial. Faute d'exploitation, faute de paiement des rentes, et ainsi de suite. Et contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, les terres de la côte de Terrebonne ne sont pas aussi riches, aussi fructueuses que les terres de Lachenay, de sorte qu'il y a quelques propriétaires qui vont vraiment réussir à s'amasser une certaine fortune, une certaine aisance, mais en regroupant plusieurs terres, en devenant propriétaires de 2, 3, 4 terres sur la côte, vont être en mesure de se développer un patrimoine familial intéressant et installer leurs enfants. Jacob Jordan, donc, va mourir en 1796 et il va laisser la seigneurie relativement en bon état à son fils Jacob. Alors, Jacob, fils, ne va pas nécessairement s'intéresser au développement de la seigneurie. Il va plutôt s'occuper du commerce plus précisément et de sa carrière militaire. Or, il fut à son tour, en remplacement de son père, élu député d'Effingham.
et il ne se représentera pas en 1800. 1800, c'est l'élection du député Charles-Baptiste Bouc, et ça aussi, c'est une histoire qui était très intéressante concernant tous les démêlés de Bouc à l'Assemblée parlementaire. Ça va être le premier député qui va être expulsé par une loi spécifique de l'Assemblée législative. Alors, les difficultés de la succession de son père vont l'amener finalement à vendre la seigneurie en 1802 et sa terre personnelle en 1803. Il était plutôt nostalgique. Lorsqu'il a acheté la terre de Joseph Limoges, il a voulu reconstituer le manoir seigneurial qu'il a habité pendant quelques années avec son père ou à la suite du décès de son père. Il a reconstitué la maison dans des allures du manoir et s'est démêlé avec les menuisiers et les maçons vont faire en sorte que son rêve va tourner court. Et en 1806, il va devoir se départir de la terre et de la résidence. Simon McTavish, de la Compagnie du Nord-Ouest, va faire l'acquisition de la seigneurie pour 25 000 livres anglaises, un peu moins que ce qu'avait payé Jacob Jordan. Toujours en grande difficulté financière, donc Jacob Jordan va être saisi par ses créanciers et va devoir tout vendre ses biens aux enchères en 1806. Il va retourner en Angleterre en 1829 et il va y mourir à l'âge de 58 ou 59 ans. Donc, sous l'administration de Jordan, il y a une première phase de lotissement de la terre de Joseph Limoges qui va se dérouler. Alors, entre 1798 et 1800, le capitaine de milice Joseph Limoges va lotir la terre ancestrale qui était dans la famille depuis 1701 et elle est située immédiatement à l'est du domaine seigneurial. Dans ses ventes, il ne fait aucune référence à des ventes concessionnaires comme le fit Dupré 32 ans plus tôt. Alors Jean-Baptiste Dupré, comme j'expliquais, faisait des ventes concessionnaires sous l'autorisation de la seigneuresse de Ramsey. Mais quand Joseph Limoges signe les contrats de vente de ces emplacements, il ne fait aucune référence à un type de vente concessionnaire, mais tout de même, il exige que les rentes et censes soient payées au seigneur. Donc, on ne sait pas s'il avait obtenu l'autorisation du seigneur Jordan père ou fils. Est-ce qu'il l'a fait à l'insu du seigneur ou tout simplement le seigneur a ignoré les activités, volontairement, les activités de Limoges? Toujours est-il qu'il semble que Joseph Limoges va profiter de la conjoncture économique favorable, considérant que depuis 1785, Terrebonne connaît un certain boom immobilier. Est-ce à cause d'une pression démographique? On ne saurait le dire, mais il reste que dans cette période-là, plusieurs maçons vont faire fortune relativement en édifiant des maisons de pierre de grande envergure. Alors, les maçons Pierre Auger, Joseph Auger, son frère, Joseph Simon Léonard, Pierre Parent vont être très en demande pour construire des maisons de pierre dans les environs du moulin ou des moulins, sur la rue de la Trappe, sur la Grande-Rue et sur la rue Saint-Pierre. Alors, quelques-unes de ces maisons existent encore aujourd'hui. La maison de Jean-Baptiste Roy, construite en 1801 au coin de la rue Saint-Joseph et de la rue Saint-Louis aujourd'hui. Et précédemment, maison qui a été détruite par un incendie dans les années 1970. La maison de son frère, Charles Roy, au coin de la rue Saint-André et de la rue Saint-Louis aussi. Alors, deux immenses maisons de pierre avec dans le dénivelé, de sorte que l'arrière équivaut à peu près à 3 étages de hauteur. Alors, ce sont des maisons typiquement québécoises qui ont été construites à cette époque-là. Donc, la terre de Joseph Limoges va être concédée ou lotie en 2 étapes. Alors, la première partie va être concédée dans l'axe de la rue Saint-Joseph, à droite et à gauche. Alors, plusieurs nouveaux résidents vont acheter des terres et des emplacements. Et ce qu'on constate, c'est que par rapport aux emplacements de la rue Saint-André, les emplacements de la rue Saint-Joseph communiquent directement avec la rue suivante, qui va devenir la rue Sainte-Hortense. Alors, ces emplacements sont de très grande dimension. Ils sont le double des emplacements de la rue Saint-André. Mais par contre, l'écart entre la rue Saint-André et la rue Saint-Joseph
est beaucoup plus grand. Alors aujourd'hui, quand on fait le chemin sur la rue Saint-Pierre, on constate que la rue Sainte-Marie et la rue Saint-André sont relativement rapprochées, tandis que la rue Saint-André et la rue Saint-Joseph sont plutôt espacées. Et les deux rues suivantes, la rue Laurier et la rue Chapelot, jusqu'à la rue Chapelot, les espaces sont relativement restreints, de dimensions beaucoup plus à échelle humaine. Alors, Joseph Limoges continue les concessions de ses emplacements et vend la portion au nord de sa terre à Jacob Jordan, qui va la céder immédiatement aux frères Charles et Jean-Baptiste Roy. Ça explique qu'en 1799 et 1801, ces deux frères menuisiers originaires de Mascouche et de Montréal vont construire leur maison aux deux extrémités de la terre, une du côté de la rue Saint-Jean-Baptiste, de la rue Saint-André, et l'autre du côté de la rue Saint-Joseph. La deuxième partie de la terre va être vendue en 1800 à Jacob Jordan fils, terre que Joseph Limoges va récupérer en 1806 lors de la vente aux enchères des biens de Jacob Jordan. Alors, les frères Charles et Jean-Baptiste Roy vont lotir une portion de leur terre au nord de la rue Saint-Louis. Alors, si on regarde une photo relativement récente par rapport aux concessions qui ont été faites, celle de la rue Saint-Joseph vers 1904, on constate que les dimensions de la rue sont à peu près les mêmes que la rue Saint-André ou la rue Sainte-Marie et que les constructions sont relativement de même acabit, c'est-à-dire des maisons de bois bien alignées, trottoirs de bois en 1900. Mais ce qu'on a constaté, c'est que cette portion qui a été lotie à la fin du 18e siècle, au début du 19e, vont être rapidement construites. En 1838, la rue Saint-Joseph est à peu près toute construite de maisons bien alignées. Alors, à l'époque de Jordan, si on regarde les activités économiques du moulin, il y a d'autres marchands d'importance qui vont s'établir à Terrebonne, notamment Thomas Porteous, qui va s'installer sur la Grande Rue en 1794. Il va acheter la maison du notaire Antoine Fauché et il va y établir un immense entrepôt de pierre dans la portion arrière du terrain. Alors, il va s'engager lui aussi dans le commerce du blé, mais il va varier ses activités. En 1800, il va offrir d'acheter la seigneurie de Terrebonne pour 20 000 livres anglaises, mais l'offre va être refusée. Et c'est l'année suivante, 2 ans plus tard, que Simon McTavish va finir par acquérir la seigneurie. Il va établir d'autres magasins à Sainte-Rose et à Sainte-Thérèse. Il va se spécialiser dans le transport fluvial et exploiter une flottille de barques et de barges sur la rivière Jésus. Et c'est lui qui va exploiter au maximum l'emplacement de ce qu'on appelait le port de Terrebonne pour le transport des marchandises vers Montréal et vers Québec. Il va être aussi un important fournisseur de bois à l'armée durant la guerre de 1812. Le blocus continental pendant la guerre, les guerres napoléoniennes et la guerre de 1812 vont favoriser l'essor du commerce du bois parce que l'Angleterre ne pouvait plus s'approvisionner dans la mer Baltique, dans les pays baltes, pour la construction de sa flotte. Alors, comme on sait que la puissance de l'Angleterre repose essentiellement sur sa marine de guerre et sa marine marchande, les besoins en mâts et en bois de construction pour les coques des navires est tellement importante qu'on va développer un commerce très lucratif dans la vallée du Saint-Laurent en partant des réserves de bois de l'Outaouais, du Saint-Maurice, qui vont être acheminées vers Québec, transportées par bateau jusqu'en Angleterre. Alors, Thomas Porteous et d'autres, par la suite, comme les Mackenzie, vont profiter de ce commerce du bois pour faire des affaires à Terrebonne. Finalement, il va se retirer des affaires en 1820 sans qu'on sache plus ou moins ce qu'il est advenu de lui par la suite. Alors, le magasin Thomas Porteous est voisin aujourd'hui de la maison du monument historique ou de la maison classée monument historique de Joseph Auger, qui appartient à M. Hull aujourd'hui. Alors, le terrain voisin était l'emplacement du magasin de Porteous.
En 1802, Simon McTavish, qui est un des grands barons de la fourrure à Montréal et un des copropriétaires de la compagnie de la Northwest Company ou la Compagnie du Nord-Ouest, va acheter la seigneurie de Terrebonne. Alors, on était en droit de se demander comment il se faisait qu'un baron de la fourrure fasse l'acquisition de la seigneurie de Terrebonne en particulier. C'est que, selon l'historien Jean-Claude Robert, à partir du moment où les États-Unis vont acquérir leur indépendance, les réservoirs de fourrure de l'Ouest vont être passablement limités pour les Écossais qui sont restés fidèles à la couronne britannique et qui sont établis dans la vallée du Saint-Laurent, dans la région des Grands Lacs. Alors, le réservoir de fourrure étant limité et la compétition importante de la Hudson Bay Company qui était installée évidemment dans le territoire du même nom, la baie d'Hudson et la région au nord des Grands Lacs. Cette rivalité va faire en sorte que les activités financières des deux compagnies vont péricliter quelque peu et surtout que le marché de la fourrure va se contracter. C'est-à-dire que les réserves de fourrure diminuent de plus en plus et la fourrure n'est plus un produit qui est prisé nécessairement sur les marchés européens. On est davantage à dos de la mode ayant changé, et ainsi de suite. Alors, les fourrures canadiennes sont de moins en moins en demande. Les guerres napoléoniennes, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, vont entraver beaucoup ce commerce et c'est surtout le bois qui va bénéficier des nouveaux marchés. Donc, la seigneurie de Terrebonne est intéressante dans la conjoncture pour développer d'autres activités de la Compagnie du Nord-Ouest. On va pouvoir exploiter les moulins pour la farine, exploiter le moulin à scie pour le bois et s'introduire dans le marché intérieur en tant que grossiste-distributeur. Les frères Mackenzie, on le verra un peu plus loin, vont développer un réseau d'agents à l'intérieur des comtés, dans la région de Saint-Roch, par exemple, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme. Alors, on aura des agents qui vont distribuer les marchandises qui viennent des bourgeois du Nord-Ouest. Alors, c'est la compagnie McTavish, Frobisher et compagnie qui va acheter la seigneurie, mais malheureusement, McTavish n'aura pas le temps de bénéficier de son acquisition, puisqu'en 1804, il va mourir prématurément. Alors, donc, en 1803, la McTavish Frobisher va louer l'ancien magasin de Joseph Chaumont sur la rue Saint-Louis ou sur la Grande-Rue, et ensuite acheter son propre magasin du maçon Pierre Auger en 1804 sur l'emplacement qui est aujourd'hui le Collège Saint-Sacrement. Alors, le magasin de la compagnie Mackenzie Oldham, dont on va parler plus loin, va être installé sur cet emplacement-là et on va laisser de côté l'ancien magasin de Joseph Chaumont, qui va devenir la propriété privée de Roderick Mackenzie et de Simon Fraser, et c'est là qu'on va construire la maison qui existe encore aujourd'hui. Mais McTavish va quand même avoir le temps de prendre des initiatives. C'est lui qui va demander la construction sur l'île des Moulins. Ça va être le premier édifice construit sur l'île de la boulangerie qui a été restaurée en 1992 et qui est encore aujourd'hui utilisée par la Sodecte. Alors, la boulangerie, donc construite en 1803, va être un lieu va être une occasion d'emploi pour plusieurs boulangers d'origine britannique qui vont venir s'installer dans le bourg et va être aussi un fournisseur pour les voyageurs qui vont dans l'Ouest de ce qu'on appelait les biscuits de matelot. Alors, ces mêmes bourgeois du Nord-Ouest qui ont acheté la seigneurie ne pourront donc pas en bénéficier. Et c'est les frères Henry et Roderick Mackenzie, qui étaient des administrateurs dans la Compagnie du Nord-Ouest, qui vont devenir les administrateurs de la seigneurie pour le compte de la succession McTavish. Je passe sous silence l'épisode où Roderick Mackenzie va devenir propriétaire de la seigneurie et seigneur en titre, mais va devoir rétrocéder à la succession de la famille McTavish la seigneurie, de sorte que son titre de seigneur est plus ou moins contestable. Mais il reste que ses deux frères et Jacob Oldham, qui est un avocat, vont vraiment administrer la seigneurie,
mais surtout exploiter et développer les moulins sur l'île et sur l'écluse. Alors, dès 1805, donc, Henry Mackenzie, Jacob Oldham et quelques associés de Montréal vont fonder la Mackenzie Oldham et c'est elle qui va exploiter la seigneurie jusqu'en 1832. En 1807, on reconstruit les moulins après un incendie. On érige un pont couvert, c'est considéré comme le premier au Canada entre la terre ferme et l'île des Moulins. Et on va exploiter ensuite un moulin à scier-la-pierre qui provenaient des carrières de Saint-François et qui vont servir beaucoup à la construction des édifices dans Terrebonne et à l'extérieur de Terrebonne. Donc, la Mackenzie Oldham va faire des affaires d'art à Terrebonne. Jacob Oldham va se faire construire une maison de pierre qui est connue dans le milieu comme la maison du docteur Lacroix, qui est située sur la rue Saint-Louis, entre la rue Sainte-Marie et la rue Saint-André. Alors, cette maison est la dernière qui va être construite sur l'ancienne terre de Joseph Limoges. Et sur l'emplacement du marchand Chaumont, Simon Fraser et Roderick Mackenzie vont construire la maison de style Regency qui va qui est encore debout aujourd'hui sur la rue Saint-Louis, qui a été transformée en condominium. Donc, de 1810 à 1815, à cause de la conjoncture internationale, les affaires de Terrebonne vont péricliter. C'est la guerre de 1812 dans les colonies, c'est la fin des guerres de Napoléon et le resserrement des Corn Laws qui font que les exportations en blé vers l'Angleterre vont diminuer, mais par contre, l'exploitation du bois qui est faite en Outaouais et en Mauricie était hors d'atteinte pour la Mackenzie Oldham. De sorte que Terrebonne est située vraiment de plus en plus en dehors des circuits commerciaux, ce qui fait qu'à partir de 1832, on va parler vraiment d'une période non pas de stagnation, mais de ralentissement important des activités économiques. En 1821, ce qui donne le dernier coup aux bourgeois du Nord-Ouest, la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie-du-Son vont devoir fusionner à la suite d'une loi du Parlement britannique pour mettre fin aux conflits de plus en plus sévères et violents entre les employés des deux compagnies. Il y a eu un assassinat qui a été perpétré et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les autorités anglaises, de sorte qu'on a vraiment fusionné les deux compagnies et la Northwest est disparue. En 1806, on l'a vu un peu précédemment, Joseph Limoges va racheter la portion de sa terre qu'il avait vendue à Jacob Jordan en 1800. Alors, c'est la deuxième moitié vers l'est de Terrebonne. L'autre partie, qui était au nord, avait été vendue par Jordan aux frères Charles et Jean-Baptiste Roy, qui, eux, vont l'exploiter, en lotir une partie. Limoges va lotir la dernière partie de sa terre dès 1806 et il va vendre une portion de ses emplacements. Une portion de ses emplacements va être vendue et l'autre portion va être laissée à ses enfants lors de son décès en 1813. Alors, les rentes qui seront prélevées sur l'ensemble des terrains vendus ne vont pas laisser les enfants de Limoges dans la misère. Alors, ce développement de la deuxième partie de la terre de Limoges va donner naissance à la rue Chapelot, mais cette rue Chapelot ne va pas se développer jusqu'à la rue Saint-Louis ou la Grande Rue, considérant que le talus ou la pente était trop forte pour qu'on puisse accéder du bas au haut de la côte. Alors, les terrains vont rester plus ou moins inexploités entre la rue Saint-Pierre et la rue Saint-Louis. Et la rue Chapelot va être ouverte beaucoup plus tard quand on va pouvoir utiliser des véhicules moteurs parce que les chevaux ne pouvaient absolument pas faire monter des charrettes chargées dans cette portion. Alors, on passait principalement par la rue Saint-Joseph ou ce qui va devenir la rue Sainte-Hortense, la rue du Collège et plus tard la rue de Laurier. Alors, les emplacements vont être vendus à peu près tous la même année, en 1806. Ils ne seront pas nécessairement construits immédiatement, de sorte qu'en 1838, quand on va faire une recension des emplacements du bourg de Terrebonne, on constate qu'il y a encore très peu d'emplacements qui sont construits
Et ceux qui sont construits sont principalement le long de la rivière, près de ce qui était le port de Terrebonne et qui va devenir l'emprise du futur pont. Pont qui sera construit en 1836-37 par John Mackenzie, le fils de Roderick Mackenzie. Donc, tous ces emplacements qui sont lotis, vendus et plus ou moins bâtis à l'est du village amènent une augmentation de la superficie, mais pas nécessairement une densification de la population. La population stagne passablement à partir des années 1810 jusqu'aux années 1870. En 1870, on dépasse à peine les 1000 habitants dans le bourg de Terrebonne et il faudra attendre les années 1940 pour que la population atteigne 2000 habitants. On parle évidemment du secteur là, à l'étude dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Terrebonne. En 1832, par une vente aux enchères, Joseph Masson va acheter et payer comptant la seigneurie de Terrebonne. Il va faire des investissements importants dans l'île, va rénover ou reconstruire les moulins, mais la conjoncture étant très peu favorable à leur relance, ça va être un investissement plus ou moins perdu. Alors, les exportations de bois depuis l'Outaouais, la Mauricie, le Saguenay ont relégué le blé au deuxième et même troisième rang des exportations, de sorte que les moulins n'ont plus vraiment leur signification dans l'économie du Bas-Canada, qui va devenir peu de temps après le Canada-Est. Alors déjà, ce déclin qui est amorcé dans le développement économique de la ville va être accéléré par les événements de 1837-1838. Ces événements vont laisser une marque très importante dans le développement du village et ce n'est qu'avec la relance de Matthew Moody dans les années 1850-60 que Terrebonne va reprendre un peu de vigueur économique. Alors, Joseph Masson, pendant son règne, si on peut appeler ça comme ça, ne faire à peu près aucune concession d'emplacement dans le bourg et Terrebonne ne s'en remettra pas. La remontée va être très lente, comme je l'ai déjà exprimé. Alors, le dernier seigneur de Terrebonne va mourir prématurément en 1847 et c'est sa veuve qui va relancer un peu le développement domiciliaire ou immobilier dans Terrebonne. Quand on regarde la carte de Terrebonne en 1838 et qu'on indique les emplacements qui ont au moins un édifice construit et nécessairement un édifice domiciliaire, une maison, sans parler des dépendances, on constate que la rue Sainte-Marie est en partie construite, que la rue Saint-André est à peu près vacante, sauf 3 emplacements entre la rue Saint-Pierre et la rue Saint-Jean-Baptiste qui n'est pas encore tout à fait ouverte, et que la rue Saint-Joseph est beaucoup développée par des constructions. De sorte que si on faisait à vol d'oiseau un survol du village à cette époque-là, on constaterait qu'il y a une grande concentration d'habitations le long de l'écluse et de la rivière jusqu'à la rue Sainte-Marie et qu'il y a un espace vacant et un îlot de construction à la rue Saint-Joseph avant de reprendre, même si c'est loti, un espace vacant peu construit. Alors, en conclusion, on peut dire que Terrebonne a connu la prospérité malgré les guerres et l'instabilité politique grâce à ses moulins. Tant et aussi longtemps que l'économie de la colonie eut pour base l'exportation du blé, le bourg va se développer. Or, dès 1815, il va amorcer un lent déclin socio-économique et les insurrections de 1837-1838 vont sonner le glas de son développement. Les emplacements des rues Saint-André, Saint-Hortense, Saint-Norbert, aujourd'hui la rue Chapelot, la rue Laurier, vont demeurer très longtemps des lots vacants, plus de 40 ans pour l'extrême est du bourg de Terrebonne. Il fallut attendre l'essor de la manufacture de machines agricoles de Matthew Moody après 1854 pour que Terrebonne connaisse un nouvel essor, quoique mitigé. La révolution industrielle bat son plein aux États-Unis et beaucoup de fils et de filles de Terrebonne vont trouver du travail dans les manufactures de la Nouvelle-Angleterre.
Puis ce fut au tour de Montréal de connaître sa propre révolution industrielle et d'attirer la main-d'œuvre de la grande région. Alors sur ce, je vous remercie de votre attention. Ceci clôt la série de 2 conférences sur le développement du bourg de Terrebonne, développement territorial et développement économique depuis le Seigneur Lepage jusqu'au Seigneur Joseph Masson. Alors, j'espère que ces informations seront de quelque utilité et je vous revois à une prochaine occasion. Si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Pas de questions, pas de réponse.